Les critiques sont faciles, mais l'art est difficile, dit-on. Et comme le savoir ne ment pas, Godin Pouy, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, vient d'être félicité par le numéro 1 de l'inspection générale des finances, IGF, Jules Alinguete, que tous les politiciens et mandataires des entreprises publiques considèrent comme une bête noire. De fleurs sont sur ce professeur grâce à sa bonne gestion, son savoir-faire et son expertise dans le domaine économique. Ce dernier dévoile dans une interview accordée à votre magazine Fiscalité et Développement le secret de ses félicitations. Et puis le programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales devient de plus en plus une réalité dans le Congo profond, précisément à Mbujimayi dans le Kasaï oriental. Les travaux de construction, modernisation, réhabilitation des infrastructures scolaires et sanitaires de grande envergure ont été lancés par le gouverneur ad intérim du Kasaï oriental, travaux financés par le Fonds de promotion de l'industrie FPI à hauteur de 14 millions de dollars américains. Le développement de ces titres et bien d'autres dans le corps de cette édition de Fiscalité et Développement dans une présentation signée Priska Sekana Kinzonzi. Annie, bienvenue. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du magazine Fiscalité et Développement, la grand-messe des finances publiques, questions économiques et dossiers des développements en République démocratique du Congo. Effervescence, cris de joie, ouf de soulagement, autant de qualificatifs à l'annonce de l'allègement des mesures sécuritaires contre la propagation de la pandémie de Covid-19 en République démocratique du Congo. En voici un extrait de la déclaration du gouvernement congolais à ces sujets. À la suite du Conseil de ministres qui s'est tenu hier 13 août 2021 sous la présidence du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à la suite des différents rapports du comité multisectoriel de riposte, le président de la République a présidé cet après-midi une importante séance de travail avec la task force pour faire l'évaluation de la situation générale du pays à la suite de la survenance de la pandémie à Covid-19. Au terme de cette réunion, il est ressorti l'évolution positive de la situation de pandémie, particulièrement dans la ville de Kinshasa, où les taux d'occupation de lits Covid est passé de 80% à 15%. C'est ce qui explique la prise d'une série de mesures d'allègement que nous allons vous annoncer tout à l'heure dans le cadre de cette communication. Le ministre de la Santé, à ma droite, pourra revenir sur l'un ou l'autre détail pour vous permettre d'être édifié sur ce qui a été décidé ce soir sous la direction du président de la République. Les mesures d'allègement qui ont été décidées ce soir sont donc: le couvre-feu passe désormais de 23 heures à 4 heures du matin et non plus à 22 heures. La réouverture des bars, boîtes de nuit, discothèques et terrasses. Le renforcement des contrôles aux frontières. 4. L'autorisation de l'ouverture des salles de fête et des conférences à la moitié. Ça n'arrive pas tout le jour, en tout cas, si envers les uns, les critiques sont acerbes. Ce n'est pas le cas pour les autres. En effet, l'inspection générale des finances IGF vient d'adresser des félicitations à l'endroit du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Au cours d'une interview réalisée par notre confrère Jérôme Sekana Penepapa, le pasteur Godin Pouy dévoile le secret de ses prouesses. Suivez. Merci beaucoup, Jérôme. Donc moi, je ne voulais pas parler de cette affaire publiquement. C'est que nous avons été contrôlés comme tout le monde par l'IGF à la suite de certaines allégations. Mais je crois que c'est hier que j'ai reçu la dernière correspondance de l'IGF qu'il prenait acte non seulement des moyens de défense que nous avons
présentait, mais qui prenait acte de la façon dont nous gérons les finances publiques de notre institution. Et là, je voudrais rappeler que pour ceux qui parlent français, prendre acte veut dire approuver, veut dire féliciter. Donc chacun peut consulter son dictionnaire. Parce que généralement, quand les gens entendent prendre acte, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Donc prendre acte veut dire j'approuve, je félicite. Et voilà ce qui s'est passé donc après le contrôle de 3 mois. Donc cet argent était destiné à couvrir les indemnités des députés. Bon, il y a les anciens députés qui avaient déjà touché leurs indemnités de sortie, et quand cet argent a été transféré par l'État, certaines personnes voulaient que nous puissions nous partager avec eux ce qui a été envoyé. Mais nous avons estimé qu'il fallait affecter cet argent-là aux besoins de la République, tout en restant dans les prescrits des finances publiques. Et puis moi, je ne le fais pas pour l'IGF, moi c'est par conviction. J'ai fait 25 ans à la douane, donc ceux qui ont travaillé avec moi, je ne prêche pas pour ma chapelle. Ceux qui ont travaillé avec moi, ils savent que c'est un fait ordinaire. Et moi, le satisfecit qui m'intéresse, ce n'est pas celui de l'IGF, c'est surtout celui de Dieu. Moi, je suis contrôlé chaque jour par Dieu, et ça, c'est peut-être pour la consommation publique, mais pour moi, le contrôle qui m'effraie chaque jour, c'est celui de Dieu. La conclusion que je tire, c'est que lorsque vous gérez les biens de l'État, vous devez savoir que ce ne sont pas des biens privés et que vous devez apprendre à rendre compte. Et moi, je suis dans ces combats bien avant l'IGF. Ça, les gens doivent le savoir. Moi, je suis dans ces combats bien avant l'IGF. Ceux qui ont travaillé avec moi dans les cabinets de Roguiza Maguera, de très heureuses mémoires à la DGDA, connaissent comment moi je fonctionne. Et je crois que quand je suis arrivé en politique, j'ai annoncé les couleurs. Je suis en fait le précurseur de la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. J'apprécie ce que l'IGF fait, mais la leçon que je peux nous donner les uns et les autres, c'est que nous devons apprendre tous à respecter les biens de l'État et surtout nous documenter davantage en matière de finances publiques, parce que ce que nous gérons ne nous appartient pas. Mais ce que les gens doivent connaître, que moi, le contrôle que je crains le plus, c'est celui de Dieu. Ce qui est arrivé, c'est peut-être à titre pédagogique, mais ce que les gens doivent savoir, c'est qu'en français, lorsqu'on prend acte de ta gestion, lorsqu'on prend acte de tes éléments de défense, prendre acte en français veut dire approuver, féliciter. 3 jours durant, secrétaires généraux de l'administration publique, directeurs de cabinet ministériels, membres de cabinet des différents ministères, notamment ceux de la direction de contrôle et suivi, ainsi que les experts de la direction d'études et planification, ont pris part à un atelier d'appui au processus d'élaboration des mises en œuvre et de suivi-évaluation des lettres d'émission dans le cadre de la culture et la pratique de la gestion axé sur le résultat afin de matérialiser les actions du gouvernement congolais qui s'inscrivent dans la dynamique du changement lancé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et implémenté par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge à travers son équipe gouvernementale. Du 7 au 10 août 2021, les participants ont suivi la formation dans 3 sites choisis pour la circonstance, notamment à Sénakof, Alena et à l'ENEF. Reportage de Geneviève Mizegele Katengesia, Jocelyn Babalumba, Céline Bumba Angelani, Fanfan Makitou Doma et Christian Kenina.
2 semaines après le séminaire gouvernemental tenu du 22 au 24 juillet 2021 au Fleuve Congo Hotel, où les membres du gouvernement ont signé un acte d'engagement et un contrat de performance assorti d'une lettre d'émission pour consacrer la culture de la gestion axée sur le résultat gare, l'heure était à l'élaboration d'une solide ébauche de la matrice qui accompagnera le lettre d'émission de 56 ministères. D'où la formation des secrétaires généraux de l'administration publique, directeurs de cabinet ministériels, membres de cabinet des différents ministères, notamment ceux de la direction de contrôle et suivi, ainsi que les experts de la direction d'études et planification. C'est plutôt un exercice qui a une grande valeur ajoutée par rapport à l'amélioration de la performance dans la mise en œuvre de l'action gouvernementale. Donc ici, le Premier ministre veut responsabiliser les ministres au travers cette lettre d'émission. Et puis, les ministres à leur tour aussi doivent sensibiliser, mobiliser leur administration pour qu'ils arrivent à élaborer un cadre des résultats qui sera par la suite arbitré au niveau du cabinet. Et dans la phase de la mise en œuvre, on verra que les équipes seront constituées autour des objectifs auxquels, en tout cas, seront assignés chaque ministre. Organisé par le Secrétariat national pour le renforcement de capacités Sénarec sur financement de la Banque mondiale à travers le projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publique au PRAP, cet atelier de sensibilisation était animé par un coach international depuis le Canada et 3 coachs nationaux certifiés qui ont mené la formation simultanément au Centre national de coordination de la formation au développement Sénacof, à l'École nationale d'administration ENA et à l'École nationale de finances ENEF. Pendant 3 jours, cet atelier a permis aux experts de ministères sectoriels d'être lourdement outillés sur l'élaboration et suivi-évaluation des lettres d'émission qui permettront au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge d'évaluer périodiquement les performances et résultats que doit atteindre chaque ministère. C'est une étude purement de la planification que nous sommes en train de faire. Donc on va prendre les discours et les traduire, piliers, axes, objectifs, résultats, des indicateurs, et puis voir les cibles. Comme ça, le Premier ministre aura un outil, un tableau de bord pour suivre tout ce que les ministres sont en train de faire dans leur bureau et sur terrain. Le programme d'action regroupe plusieurs actions et ces différentes actions sont incombées aux différents ministères. Eu égard aux défis auxquels font face souvent le gouvernement congolais qui se sont succédés, notamment sur les aspects adaptatifs et techniques, depuis une décennie, les formateurs ont recouru à une nouvelle méthode pouvant accompagner les lettres d'émission afin de responsabiliser chaque ministre dans l'atteinte des objectifs spécifiques décrits dans les plans d'action gouvernementale. C'est le processus qui a changé. Avec Matata, c'était du top-down, c'est-à-dire c'est l'autorité qui donne certaines assignations directement, sans tenir compte des réalités de la base. Mais par contre, pour ce qui concerne ce processus qu'on a changé, c'est maintenant du bottom-up, c'est-à-dire c'est l'administration qui prépare le tout et envoie les ministres, c'est-à-dire le politique, et le politique va matérialiser. Le Premier ministre, pour réaliser le programme d'action du gouvernement qui avait été dernièrement validé au Parlement, il a trouvé beaucoup mieux d'assigner à chacun de ses ministères ce qu'il attend de lui. Après avoir présenté la matrice des lettres d'émission et montré son apport dans l'exécution du programme d'action gouvernementale 2021 à 2023, plusieurs recommandations ont été formulées à l'endroit de participants afin de leur permettre de remplir pleinement leur mission.
Une fois l'atelier clôturé, la prochaine étape est celle d'une prévalidation des matrices avec le ministre et leur directeur de cabinet, suivi des secrétaires généraux et le direction d'études et planification avant la transmission des matrices des lettres d'émission au Premier ministre, étape qui sera suivie par la signature et la mise en application. Après le séminaire d'orientation budgétaire, c'était au tour des conférences budgétaires, exercice 2022 de se tenir du 2 au 13 août 2021 à Sultani Hôtel dans la commune de la Gombe, ouvert par le ministre d'État et ministre du Budget Aimé Boji Sangara. Ces travaux avaient pour objectif la préfiguration du budget de l'exercice 2022 après analyse des prévisions budgétaires des services, des dépenses et des recettes. Ces conférences offrent un cadre des discussions sur les prévisions budgétaires annuelles afin d'en assurer les cohérences annuelles avec des politiques publiques contenues dans le cadre budgétaire à moyen terme 2022-2024. Muriel Makese-Loutina et Christian Kenina pour les détails. Les membres de la société civile, les régies financières et autres experts de ministères sectoriels se sont réunis pendant 10 jours pour réfléchir et échanger autour des questions liées à l'exécution des crédits budgétaires, les actions prioritaires à mener ainsi que les politiques qui les sous-tendent en tenant compte des mesures contenues dans la lettre d'orientation budgétaire et les directives de la circulaire budgétaire 2022. Procédant au coup d'envoi des travaux, le ministre d'État au budget Aimé Boji a mis l'accent sur le leadership et la gouvernance publique qui doit aboutir aux résultats concrets. En sus de ces orientations, il m'importe de vous donner un bref aperçu des initiatives que le ministère du Budget entreprendra dans les prochaines semaines pour renforcer la gouvernance budgétaire et ainsi assurer désormais l'efficacité du budget. Nous procéderons à la surveillance accrue de la qualité des dépenses publiques en veillant à leur stricte conformité aux instructions émises quant à leur exécution. Aussi, une attention particulière sera accordée aux initiatives soutenant notre passage à la budgétisation axée sur les résultats. Autrement dit, la migration vers le budget programme pour l'exercice 2024, pour laquelle la feuille de route sera mise à jour en vue de rattraper le retard jusque-là accumulé. Les services de l'État s'appuyant sur les unités de gestion budgétaire ont été appelés à élaborer leurs prévisions en conformité au programme du gouvernement. Quant aux dépenses, particulièrement l'éducation, la société civile recommande au gouvernement de lier la qualité de l'enseignement à la rémunération du corps enseignant. Côté santé, les besoins sont énormes, reconnaissent les membres de la société civile. Nous voulons d'abord remercier le gouvernement à travers le COREF qui nous a toujours associés et pour participer à ces débuts de conférences budgétaires dans le cadre de l'élaboration du budget de l'État concernant l'enseignement. Il y a de grandes problématiques qui se posent aujourd'hui dans le cadre de notre enseignement. Il y a d'abord le problème de la qualité de l'enseignement. Aujourd'hui, il est au rabais. Le budget alloué à l'enseignement doit être revu à la hausse, en mettant un accent particulier sur le salaire de l'enseignant. Au niveau de la santé, la grande réalisation, c'est la réalisation de la couverture sanitaire universelle que prône la vision du président de la République. Et donc pour réaliser cette vision, si le budget de la santé reste encore en deçà de 15%, il serait très difficile de réaliser la vision. Et donc nous demandons au gouvernement, nous demandons aux services de budget et aux autorités de regarder particulièrement le budget de la santé pour que nous puissions être à au moins 15%. Quant aux recettes, la société civile recommande à ce que le gouvernement crée des caisses enregistreuses pour les régies financières,
qu'elles soient installées dans quelques entreprises pour que la TVA soit reversée au trésor public afin de mieux mobiliser les recettes de l'État. La société civile participe dans le cadre de la transparence budgétaire. Il retient la TVA, mais cette TVA n'est pas reversée au niveau du trésor public. C'est ça notre combat. Nous voudrions que les gouvernements puissent acheter des caisses enregistreuses, qu'on puisse commencer avec un projet pilote, même dans quelques entreprises qu'on les installe, et pour voir dans quelle mesure cette TVA peut apporter beaucoup d'argent dans la caisse du trésor public. Mais aujourd'hui, on nous parle on veut généraliser la retenue à la source. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises, par exemple minières, qui perçoivent la TVA et la DGI voudrait travailler avec eux pour que cette TVA qui est retenue à la source soit reversée à la caisse de l'État. La moyenne par mois, c'est 10 milliards de francs congolais. Nous sommes d'accord avec la DGI dans ce point-là, à ce point-là, mais nous insistons à ce que l'État congolais puisse sortir des moyens nécessaires pour doter la DGI des caisses enregistreuses pour booster les recettes de la TVA. Le processus budgétaire dans notre pays, le CMB 2022-2024, sera examiné et adopté en Conseil de ministres conformément aux dispositions de la loi relative aux finances publiques, spécialement en ses articles 12, 13 et 76. Le ministre du Budget veillera à la qualité des dépenses publiques. Une attention particulière sera mise aux initiatives accordées dans la mobilisation des recettes publiques. Rendons-nous dans le Congo profond, construction, modernisation et ou réhabilitation de quelques infrastructures scolaires et sanitaires à Mbuji-Mayi, au Kasaï oriental. Les travaux de la première phase du projet Grand Kasaï ont effectivement été lancés par Madame le gouverneur ad intérimaire du Kasaï oriental, Jeannette Moussouamba, devant le conseiller principal du chef de l'État en charge de l'économie et finances, Marcelin Bilomba, le responsable et expert du FPI, les agences locales d'exécution et les bénéficiaires du projet. Des travaux qui rentrent dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. Reportage de nos confrères de la cellule de communication du FPI. Lancement ce mercredi 11 août 2021 des travaux de construction des infrastructures scolaires et sanitaires dans la province du Kasaï oriental sur financement du Fonds de promotion de l'industrie FPI de l'ordre global de 14 millions de dollars américains. Ce jour, la population du Kasaï oriental goûte aux délices du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Le lancement des chantiers présidentiels comptant pour ce programme de Félix Tshisekedi ne sont pas des chimères, comme l'attestent ces images. La pose de la première pierre a eu lieu à l'Institut Kalenda Modishi, d'où est sorti le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à l'hôpital général de référence de la Mouya, dans la ville de Mbuji-Mayi. Madame le gouverneur intérimaire, Jeannette Longa Moussouamba, a donné le go des travaux en présence des deux conseillers principaux du chef de l'État, Marcelin Bilomba, en charge de l'économie et finances, ainsi que de David Moukeba Kalengai, du collège Infrastructure. Le FPI, qui finance ces travaux, a été représenté par une forte délégation conduite par le directeur général adjoint intérimaire, Christian Omelingo Mwaka. Il s'y est de signaler la présence de toutes les autorités de la province, dont Monseigneur Bernard Emmanuel Kassanda, évêque du diocèse de Mbuji-Mayi. L'opérateur public de financement des industries, le FPI, est à la manœuvre depuis la conception de ces projets d'infrastructure d'intérêt public. L'acte a été accueilli positivement par la population de cette partie de la République démocratique du Congo, choisie comme zone pilote. Auparavant, le directeur général adjoint intérimaire du FPI a procédé à la remise des 6 ordres de paiement à Madame le gouverneur et à Monseigneur l'évêque du diocèse de Mbuji-Mayi, les deux parties choisies comme les agences locales d'exécution qui, à leur tour, ont immédiatement remis ces titres bancaires aux entreprises qui ont gagné les marchés. Aujourd'hui, le Fonds de promotion de l'industrie est fier d'être devant vous et devant toutes les notabilités de la province du Grand Kasaï ou du Kasaï oriental pour la remise officielle des titres de paiement qui, en fait,
l'engagement du FPI à soutenir la vision du chef de l'État pour permettre à notre province de se doter des infrastructures modernes dignes de ce nom. Au nom du président de la République, le conseiller principal, Marcelin Bilomba, a martelé sur la prise des consciences et le devoir de changement des mentalités quant au processus d'exécution de ces projets. C'est un honneur, un plaisir pour nous de superviser ces travaux et de dire aux agences locales d'exécution qui vont superviser le déroulé de ces programmes d'être strictes et surtout de veiller à ce que les sociétés qui ont bénéficié de ces marchés ne puissent subir aucune pression de quiconque de demander une rétrocommission. Il n'y a pas de rétrocommission. Et enfin, l'autorité provinciale a pour sa part remercié toutes les parties prenantes, en l'occurrence le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son implication personnelle quant à l'aboutissement du processus. Nous avons les constructeurs qui sont derrière nous là. Ils ont gagné le marché. C'est pour construire et non pas pour jouer avec l'argent que le chef de l'État a envoyé pour la province. Kasaï oriental a tant souffert. Aujourd'hui, c'est notre tour. Ces travaux qui vont notamment concerner la construction, la modernisation et ou la réhabilitation des infrastructures scolaires et sanitaires à Mbuji-Mayi débutent dans un premier temps par l'hôpital général de référence de la Mouya, l'hôpital général de référence Saint-Jean-Baptiste des Kansele et la construction d'une banque de sang. De l'autre part, on parle du complexe scolaire Kalinda Mudishi, le complexe scolaire du 4 janvier et l'école primaire de Kanganga de Mupompa. Toutes ces infrastructures seront dotées des équipements modernes et alimentées en eau potable par des forages, des châteaux d'eau et des bornes fontaines. La durée de travaux est estimée entre 8 et 12 mois. Apprend-on du bureau d'études et de contrôle CREST chargé de suivi de l'exécution de ces projets. Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Retour à Kinshasa, le directeur général de douane et Axis, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mouchi, a clôturé vendredi 13 août dernier la première phase du séminaire de formation d'initiation sur le cadre légal, institutionnel et procédural des marchés publics des cadres de la DGDA, organisé par le Centre de vulgarisation du droit congolais. Cette formation a permis aux douaniers d'intérioriser et de comprendre la marche à suivre pour la passation d'un marché public. Reportage de Michel Wangilokwa sur les images de Fanfan Makitoudoma. Vu le caractère important que revêt cette formation pour la DGDA, j'ai sollicité et obtenu la tenue de cette formation interne au bénéfice de la commission de passation des marchés, du secrétariat permanent de la cellule de gestion des projets et des marchés publics, ainsi que de quelques responsables des directions et des intervenants dans la passation des marchés publics. L'objectif principal de cette formation est celui de rendre les participants capables de conduire le processus de la passation des marchés publics conformément aux procédures prévues par la loi susévoquée. Au terme de la dite formation, je souhaite que tous les participants soient en mesure de préparer les dossiers de passation des marchés, d'évaluer les offres des marchés publics, de régler les contentieux d'attribution ou d'exécution des marchés publics, de respecter les règles relatives aux marchés publics et de se conformer à toutes les dispositions légales pouvant permettre la passation des marchés publics.
Un communiqué de la Direction générale des impôts DGI dans cette émission. Il porte sur l'échéance du paiement de l'impôt professionnel sur les rémunérations hyper, de l'impôt exceptionnel sur les rémunérations versées au personnel expatrié et de la taxe sur la valeur ajoutée TVA. Découvrons sa teneur dans cette lecture de Plat Midi, Likia. La Direction générale des impôts rappelle à tous les contribuables assujettis à l'impôt professionnel sur les rémunérations IPR, à l'impôt exceptionnel sur les rémunérations versées au personnel expatrié IR et à la taxe sur la valeur ajoutée TVA. Que l'échéance de souscription de déclaration afférente au mois de juillet 2021 intervient ce 15 août 2021. Étant donné que cette échéance tombe un dimanche, jour non ouvrable, les contribuables concernés sont autorisés à souscrire les déclarations au plus tard le lundi 16 août 2021. Passé ces délais, il sera procédé à l'application de pénalités fiscales conformément à la loi. Par ailleurs, suivant le communiqué du 29 décembre 2020 de son Excellence Monsieur le ministre des Finances portant utilisation obligatoire du logiciel UGIS Régie et le décret numéro 007/2002 du 2 février 2002 relatif au mode de paiement de dettes envers l'État tel que modifié et complété à ce jour, les contribuables ayant suivi la formation sur le télédéclaration sont invités à bien vouloir utiliser cette procédure lors de cette échéance. Communiqué signé Barnabé Mwaka Dimwamba, directeur général des impôts. Modernisation de 145 territoires de la RDC, réduction du train de vie du gouvernement pour favoriser les investissements publics, désarmement, réinsertion sociale et résolution de conflits, baisse des prix des billets d'avion et de produits surgelés, autant des questions au centre de discussion à la primature entre le Premier ministre et ses hôtes. La semaine du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge est commentée par Didi Mavambu Nombo l'OPP sur les images de nos confrères de la cellule de communication de la primature. Lundi 9 août 2021, le ministre du Développement rural François Roubota a conduit à l'hôtel du gouvernement une importante délégation d'investisseurs chinois. Ces derniers sont venus rassurer au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge du démarrage dans plus ou moins 2 mois des travaux de modernisation de 145 territoires de la République démocratique du Congo. Il s'agit du programme d'appui à la modernisation des villages suivant la vision du chef de l'État congolais. Ce programme contient beaucoup de projets. Il s'agit de la construction des logements sociaux, la construction des édifices, le centre de santé, les hôpitaux, les écoles, les infrastructures de base, ainsi compris les routes de desserte agricoles et quelques voiries urbaines. Le financement viendra de banques chinoises au titre de prêt à la République démocratique du Congo. Mercredi 11 août 2021, le Premier ministre a fait une proposition courageuse lors de la réunion du comité de conjoncture économique. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a proposé la réduction du train de vie du gouvernement dans l'objectif de favoriser les investissements publics. Le comité de conjoncture économique a révélé également que la hausse des recettes publiques sert plus au fonctionnement des institutions de la République qu'aux investissements. Il a été proposé par le Premier ministre qu'au prochain Conseil des ministres, une proposition sera faite pour la réduction du train de vie du gouvernement, notamment par la baisse des salaires des ministres et la baisse des frais de fonctionnement. Le comité de conjoncture économique s'est aussi penché sur l'épineuse question relative à la baisse des prix de vol à l'intérieur ainsi que de produits surgelés. Il a été également constaté que le ministre de l'économie a signé l'arrêté concernant le trafic aérien, avec une baisse entre 45 et 70% des prix des vols à l'intérieur du pays. Cependant, l'application a pris un peu de temps
Et le Premier ministre a instruit que cette application soit faite, les mesures soient prises pour que cette application soit faite en tenant compte des pratiques du secteur. Les discussions ont également tourné sur la question des produits surgelés, la baisse des prix des produits surgelés. Le Premier ministre a insisté pour qu'un panel des ministres membres du comité de conjoncture soit mis en place et que dans le plus bref délai, on puisse finaliser les contacts avec les importateurs de manière à ce que la baisse de prix soit effective conformément à ce qui avait été proposé par le ministre de l'économie. Et puis désarmement, réinsertion sociale et résolution des conflits étaient au cœur des discussions entre le chef du gouvernement et le coordonnateur du programme désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation DDRCS. Nous sommes disposés, moralement, physiquement et spirituellement, pour mener à bon port ce programme, qui est le programme du gouvernement de la République. Et nous avons posé certains préalables pour que les choses avancent mieux, qu'ils soient différents de ce que nous avons connu avec les DDR1, DDR2, DDR3 et tout ce que nous avons eu comme problème dans la matérialisation de ce programme. Le renforcement de l'appui au développement en RDC en cette période où la MONUSCO doit procéder au retrait progressif de ses troupes a été au cœur des échanges jeudi 12 août 2021 à la primature entre le Premier ministre et le sous-secrétaire général et directrice du bureau régional du PNUD pour l'Afrique, Aouna Eziakonoa, qui était accompagnée de la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC sera d'ailleurs à la tête de la délégation onusienne venue samedi 14 août 2021 à l'hôtel du gouvernement pour participer à la réunion du groupe de travail conjoint gouvernement-MONUSCO sous la présidence du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Cette séance de travail s'est inscrite dans le cadre du processus de retrait progressif de la mission onusienne au Congo démocratique. Sur un plan de transition de retrait échelonné, responsable et durable a été ainsi validé au cours de cette rencontre. Lutte contre la pandémie de coronavirus en RDC, 10 tonnes de produits désinfectants constitués des gels hydroalcooliques et autres articles ont été remis le mercredi 11 août 2021 au cabinet ministériel à l'hôtel du gouvernement par le biais du ministre de la Santé publique. Un énième geste de cœur posé par les sociétés Angel Cosmetics et Palmco. Ces dons a été réceptionné symboliquement par la vice-ministre de la Santé à l'immeuble intelligent. Témoins de l'événement, Geneviève Mizegele Katengezia et Céline Bumba Angelani. C'est dans les après-midi des mercredi 11 août 2021 que la délégation des sociétés Angel Cosmetics et Palmco, conduite par Jérôme Sekana Penepapa, responsable de la communication institutionnelle de ces deux entreprises, est arrivée à l'hôtel du gouvernement. 10 tonnes de produits désinfectants, constitués de gels hydroalcooliques et autres articles contre toute forme de batterie, sont symboliquement remis à la vice-ministre de la Santé, Véronique Kilumba. Ces dons destinés au cabinet ministériel du gouvernement et l'œuvre des sociétés Angel Cosmetics et Palmco, très impliquées dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Comme vous le savez, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Antoine Félix Tshisekedi, chef de l'État, il est très préoccupé par rapport à la santé de la population. C'est ainsi qu'il nous a même demandé que nous puissions mutualiser les efforts afin de pouvoir ensemble mener cette lutte contre cette pandémie. Ces gestes que vous venez de faire aujourd'hui, cet après-midi, prouvent à suffisance que vous êtes prêts à accompagner le président de la République, à accompagner le gouvernement des Warriors
qui est dirigé par le Premier ministre Sama Lukonde et que vous êtes vraiment dans cette lutte que nous sommes en train de mener et c'est cette vision-là que veut le chef de l'État, que chacun apporte une contribution à cette lutte et que ensemble nous puissions vraiment mener la lutte. J'ai dit encore une fois merci parce que c'est une très grande contribution, 10 tonnes, c'est pas moindre et nous sommes vraiment très touchés par ces gestes et nous restons en contact ensemble et je crois que les autres vont aussi suivre les pas parce que nous sommes plus ou moins 100 millions de Congolais, c'est pas peu de choses. Donc là, nous remercions vraiment les deux entreprises. Jérôme Sekanapini Papa, responsable de la communication institutionnelle des sociétés Angel Cosmetics et Palmco, a expliqué les raisons de ces dons octroyés au cabinet ministériel à l'hôtel du gouvernement. Nous avons compris qu'avec la pandémie à Covid-19, nos produits sont des médicaments de prévention. C'est ainsi que nous avons, depuis 2 ans déjà, commencé à distribuer ces produits au niveau de tous les marchés de la ville de Kinshasa. Et il n'y a pas très longtemps, vous nous avez vu distribuer ces produits dans tous les hôpitaux qui soignent les malades à Covid-19. Le gouvernement nous a vu à l'œuvre. C'est notre partenaire. Et le gouvernement a demandé que nous puissions lui donner aussi les produits afin de permettre au personnel, aux membres des cabinets, de pouvoir se prémunir contre ce virus de la mort. Nous n'avons pas hésité à répondre à cette requête, à cette demande du ministère de la Santé. Et nous, aujourd'hui, nous sommes là avec 10 tonnes. 10 tonnes de nos produits qui seront certainement distribués au niveau des cabinets pour permettre à ceux qui travaillent au niveau des ministères, qui connaissent déjà nos produits, de pouvoir les utiliser à bon escient pour se prémunir contre ces virus de la mort. Après la réception de ce don par la vice-ministre de la Santé, ces produits ont été acheminés dans les entrepôts de l'hôpital général des références de Kinshasa avant leur distribution. Sachez que les sociétés Angel Cosmetics et Palmco ne sont pas à leur première action de bienveillance. D'autres actes de charité ont été menés l'année dernière au profit des églises, hôpitaux ainsi qu'aux victimes d'atrocités de guerre à l'est de la République, notamment à Beni et à Butembo dans le Nord Kivu. Jetons à présent un regard sur les tendances de prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur le principal marché de Kinshasa avec Naomi Makwela. Les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation demeurent volatiles sur le principal marché de la ville de Kinshasa. Au sujet des côtes de viande, connues populairement sous le nom de Mipandi ou Cotus, le prix d'un carton de 10 kg est resté stable depuis la semaine passée. Cet aliment s'est vendu à 75 000 francs congolais au marché de la Liberté, à 78 000 francs congolais au marché Zikida et Gambela, et enfin à 79 000 francs congolais au marché Matete. Côté légumes, sachez que le feuille de patate douce, appelé par des Kinois Matembele, très présente dans le marmite des mamans ménagères congolaises, cette denrée alimentaire se négocie à 500 francs congolais la botte au marché de la Liberté, à 1000 francs congolais au marché Zikida et à 500 francs congolais au marché Matete et Gambela. Concernant les sacs de riz de 25 kg, le prix n'a pas changé au marché de la Liberté en se vendant à 45 500 francs congolais. Légère hausse par contre au marché Zikida, le même sac de riz est passé de 46 500 francs congolais à 47 000 francs congolais. Même constat fait au marché Gambela où le sac de riz qui coûtait 47 000 francs congolais se vend actuellement à 47 300 francs congolais. Et enfin, au marché Matete, le même sac de riz se négocie à 46 500 francs congolais. Hausse également de prix de l'huile végétale de marque Regina, produite par la société Palmco. Le coût d'un bidon de 5 litres a connu une augmentation au marché de la Liberté,
passant de 19 000 francs congolais à 20 000 francs congolais. Stabilité par contre au marché Ziguida où le même produit se vend à 20 000 francs congolais. Au marché Gambela, il coûte 21 500 francs congolais. Et 21 000 francs congolais, c'est le prix observé au marché Matete. Bouclons ces passages en revue de prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation avec le fruit ananas, riche en vitamine C, dont une boule se vend à 3 000 francs congolais au marché de la Liberté, à 4 000 francs congolais au marché Ziguida, à 3 500 francs congolais au marché Gambela et à 3 000 francs congolais au marché Matete. Voilà donc le prix de quelques produits alimentaires de grande consommation tels que collectés par l'agence Galaxy Media au cours de la semaine du lundi 9 au samedi 14 août 2021. Sur le marché d'échange, sachez que la Banque centrale du Congo a encore quelques soucis d'actualisation des données sur son site internet depuis des semaines, affichant toujours le taux du mardi 13 juillet 2021 où $1 américain valait 1988,23 francs congolais, un euro à 2361,21 francs congolais, un franc CFA 3,59 francs congolais et un rand de la monnaie sud-africaine à 137,19 francs congolais. Au samedi 14 août 2021, au parallèle, cette fois-ci, le taux variait entre 1990 et 2000 francs congolais, le dollar américain, dans la majorité de communes de Kinshasa, et à 2025 francs congolais, le roi dollar, précisément sur l'avenue Bokassa, dans la commune de la Gombe. À l'aéroport international de Njili, le taux s'échangeait à 1950 francs congolais et à 2000 francs congolais dans plusieurs supermarchés de Kinshasa. Seul le supermarché Hyper Saro affiche toujours le taux de 2050 francs congolais, une rébellion contre le taux d'échange flottant sur laquelle la Banque centrale du Congo devrait en principe enquêter. À l'intérieur du pays, précisément à Gbadolité, dans la province du Nord Ubangi, le billet vert s'est négocié à 2000 francs congolais, même taux observé à Boma, dans le Congo central, à Mbujimai, dans le Kasaï oriental, à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga et à Kikwit, dans le Kwilu. Enfin, le pic du taux d'échange à l'intérieur du pays a été observé ces week-ends à Kalemi, dans la province de Tanganyika, où $1 américain a valu 2002 francs congolais. Baisse du cours du brut, volatilité côté produits miniers et même agricoles. Les tendances de cours de principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 14 août 2021 sont prélevées ici par notre confrère Ruben Mayoni Ntiaki-Yunga. Les cours du brut sont restés dans le rouge pour la deuxième semaine consécutive du mois d'août 2021. À Londres, le baril a coûté 70,26 $ américains, soit une baisse de 1,25%. Baisse également de 1,23% à New York du prix du brut léger américain, le baril se vendant à 68,03 $ américains. Selon le site prixdubaril.com, les prix du pétrole ont terminé la semaine en repli, vendredi pénalisé par les craintes qui pèsent sur la demande du brut avec le variant Delta du coronavirus, renforcé jeudi par un rapport en demi-teinte de l'Agence internationale de l'énergie. Côté produits miniers, la tonne métrique du métal rouge a coûté 9 781 $ américains en hausse de 0,74% comme la semaine dernière d'ailleurs. La tonne métrique du cobalt est restée en baisse de 0,02%, coûtant 52 425 points. L'once d'or n'a pas bougé depuis 20 semaines maintenant à 0,00% les prix de la tonne métrique revenant à 1778,32 $ américains. Côté produits agricoles, la tonne du maïs s'est négociée à 568 $ américains en hausse de 2,16%, hausse également du prix de la tonne du riz de 0,74% pour se situer à 13,53 $ américains. Côté blé, le prix est en hausse de 4,85%, la tonne se vendant à 762 $ américains. Concernant les autres produits agricoles, pour le blé par exemple, la tonne a coûté 197 $ américains en baisse de 1,97%, hausse par contre
Côté cacao, de 0,33%, dont la tonne s'est située à 2435 $ américains. Enfin, l'or blanc, le coton, a perdu 0,16% de sa valeur, la tonne se négociant à 91 $ américains. Voilà qui met terme à cette édition du magazine Fiscalité et Développement et merci de l'avoir suivi. Merci à la grande équipe qui a concouru à la réalisation de cette édition. Geneviève Mizegele Katengesia, Jocelyn Baba Lomba, Fonfon Makitou Doma et Peter Lomadjessa. Au revoir.